Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez forcément Cristiano Ronaldo, Pelé ou Franz Beckenbauer. Ce sont incontestablement les plus grands joueurs de l'histoire de leur pays. ¿Eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí. Mais connaissez-vous ce qu'on appelle les GOAT, les Greatest of All Time, des plus petits pays, ceux auxquels on n'a jamais vraiment pensé, ceux dont la célébrité ne dépasse que brièvement les frontières de leur pays. Alors, il n'y aura pas dans cette vidéo de George Weah au Liberia, de Magico Gonzalez au Salvador, ou même de Jari Litmanen en Finlande. Non, là on va parler vraiment de profils dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Entre des belles histoires, des anecdotes de vestiaire et des carrières atypiques, vous allez le voir, entre l'amour et l'attachement passionnel à leur pays, voici quelques gouttes qui chez eux, mais pas vraiment ailleurs, sont de véritables superstars. Et si, comme moi, quand vous étiez petit, vous rêviez de devenir le meilleur footballeur de votre pays, comme toutes les légendes qu'on va présenter, et bah figurez-vous que ça aurait pu être le cas grâce aux partenaires de cette vidéo. F-Pro est un outil d'entraînement qui va transformer la manière dont vous allez améliorer vos fondamentaux du football. Contrôle, coordination, réflexe, l'outil permet aussi de répondre à un problème d'espace. Grâce à F-Pro, entraînez-vous partout, quand vous le souhaitez, pendant 10 minutes ou 1 heure. L'objectif, c'est de progresser de manière ludique. L'outil s'adresse aussi bien à des entraîneurs, des académies, à des footballeurs débutants ou à des plus confirmés qui voudraient justement améliorer leurs compétences. Grâce à l'application F-Pro, suivez votre progression sur tous les exercices proposés, que ce soit vivacité, contrôle, agilité, réflexe, etc. Tout ça pour devenir un meilleur footballeur. Le matériel se compose du tapis spécial F-Pro et d'une paire de chaussettes conçues pour accrocher au ballon et au tapis. Voilà ma petite démonstration. Il y a clairement du Pablo Aimar et du Zinedine Zidane dans cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par le produit, vous trouverez le site fpro.com en commentaire et en description, avec en plus une réduction de moins 20% grâce au code CDF. Honnêtement, l'outil est génial parce que ça permet de s'entraîner quand on veut, ça prend pas de place, c'est facile d'utilisation. Bref, c'est vraiment l'outil parfait pour débuter ou pour progresser dans le football. Merci à F-Pro de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous, on repart directement dans le centre de l'Italie. Vous le savez sûrement déjà, en bas, tout en bas du classement FIFA, on retrouve la sélection de Saint-Marin, 210e du classement sur 210 pays. La sélection a gagné seulement 3 matchs de son histoire depuis qu'elle a été reconnue par l'UEFA et la FIFA en 1990. Étant donné la situation géographique du pays, enclavé en plein milieu de l'Italie, la sélection utilise majoritairement des joueurs de 3e, 4e, voire de 5e division italienne. Et je dis majoritairement car il y en a un, justement, qui a joué beaucoup plus haut que ça. Massimo Bonini, gli chiedo un saluto a tutti quei fan e tifosi della Liga. Voici Massimo Bonini, une des figures emblématiques de la grande Juventus de Michel Platini, en plein milieu des années 80. Milieu plutôt défensif, parfois box-to-box, le milieu saint-marinais a toujours fasciné les supporters par son endurance et son abattage au milieu de terrain. Massimo était surnommé le poumon de Michel Platini. Avec la Juventus, il a globalement tout gagné, Serie A, Coupe d'Italie, Coupe intercontinentale, Ligue des Champions. Il a disputé quasiment 300 matchs avec la vieille dame, donc autant vous dire que Massimo, c'était vraiment quelqu'un. Il giocatore di sacrificio, il giocatore di quantità, che Massimo è stato un grande giocatore, no? E quindi la famosa battuta di Platini, se fumo io non è importante, l'importante è che non fumi Bonini. Sa carrière et son palmarès suffisent amplement à faire de lui le plus grand footballeur de l'histoire de Saint-Marin, mais ce qui le différencie vraiment, c'était plutôt autre chose. En fait, pour l'histoire, Massimo, c'est un mec qui est né à Saint-Marin, qui est très fier de son pays, au point de refuser plusieurs fois la nationalité italienne et donc la sélection italienne. Massimo a refusé de disputer le Mondial 82 avec l'Italie, le Mondial 86 avec l'Italie, juste parce qu'il avait l'espoir que Saint-Marin soit reconnu et donc un jour peut-être de pouvoir défendre les couleurs de son pays d'origine. Je précise que en fait s'il acceptait la nationalité italienne, il devait renoncer à vie à celle de la saint-marinaise et pour lui c'était totalement impossible. En 1990, il est donc titulaire et capitaine lors du premier match officiel de l'histoire de Saint-Marin, une défaite 4-0 contre la Suisse. Avec une vingtaine de sélections pour évidemment 0 victoire et ensuite un passage comme sélectionneur pour évidemment 0 victoire, Bonini est une légende du football saint-marinais et l'un des rares sportifs du pays à être officiellement champion du monde de sa discipline.
En 1975, le Real Madrid est champion d'Espagne et peut compter déjà sur un effectif pléthorique. Santillana, Martinez, Del Bosque, Breitner ou Camacho, la Maison Blanche est bien armée pour aller chercher un deuxième titre consécutif, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais en 75 surtout, le Real Madrid craque sur ce mec-là. Il s'appelle Mokhtar Dahari, c'est un jeune footballeur malaisien de 21 ans. Il vient de disputer un match amical contre Arsenal où son talent naturel a surpris le reste du monde. Seluruh stadium bila dia menjaringkan gol itu karena memang kita sebagai pengurus pun bila tengok Mokhtar bermain saja naik semangat. Memang itu seram rumah tengok cara dia bermain. Yang disebut-sebut setanding dengan pemain Division 1 kelab Eropah, Mokhtar Dahari semakin bertahta di hati peminat. Arsenal était venu en Malaisie pour se faire un petit tour de vacances avant d'aller à Singapour et en Thaïlande, mais Arsenal s'est fait laver 2-0 par cette sélection malaisienne, grâce notamment à un doublé de ce fameux Mokhtar Dahari. Là-bas en Malaisie, tout le monde le connaît déjà, c'est la jeune superstar du pays, et on l'imagine déjà gambader sur les pelouses de Première Ligue ou de Liga. Sauf que Mokhtar, le Real Madrid ou Arsenal, il en a rien à cirer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le club de Selangor, dans la banlieue de Kuala Lumpur. C'est son club de cœur et Mokhtar, il veut juste rester là-bas. Du coup, pendant plusieurs années, Dahari va refuser toutes les offres européennes, juste pour rester tranquille, pépère avec ses potes, là-bas dans son club en Malaisie. Sa vitesse, sa puissance et son efficacité vont faire des ravages. Rapidement, Mokhtar Dahari devient le meilleur attaquant du continent asiatique et surtout, en 1980, il devient le meilleur buteur de l'histoire de toutes les sélections avec 80 buts marqués. Si depuis son record a été battu par l'Iranien Ali Daei, par Cristiano Ronaldo et par Léo Messi, son empreinte laissée sur le football malaisien est juste énorme. Là-bas, il n'y a aucun doute, c'est lui le plus grand joueur de l'histoire du pays. He was certainly the greatest that I've ever met in this country. Between the 70s and right up until the mid-80s, it was the real golden era of Malaysian football. Throughout my career as a sports journalist, I've never seen another player like him. Au-delà de son niveau footballistique en avance complet sur le reste du continent, son dévouement pour Selangor et pour la Malaisie l'ont érigé comme héros national. Mokhtar Dahari, c'est un bout du patrimoine malaisien. À l'époque, il faut bien se rendre compte, en fait, il a fait de la Malaisie une véritable attraction footballistique. Les clubs européens ou sud-américains se déplaçaient jusque là-bas, juste pour croiser ce fameux joyau dont tout le monde était en train de parler. Avec lui, la Malaisie a réussi l'exploit de battre des sélections comme la Corée du Sud ou le Japon, une chose presque impensable dans un pays qui n'a pas une grande histoire avec le football. Mokhtar Dahari a planté des centaines de buts, il a battu plein de records évidemment, il a gagné 10 fois la Coupe de Malaisie, tout ça en mesurant un petit 1,63 m. Il était surnommé Super Mok, un surnom plus qu'évocateur qui en dit long sur le personnage et sur tout l'impact dans l'histoire sportive de son pays. C'est peut-être le nom le plus connu de cette liste, étant donné qu'on va parler de l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de Manchester City. Mais paradoxalement, l'histoire de Shaun Goater débute avec Manchester United quand, en 1989, des recruteurs du club sont en vacances aux Bermudes et tombent sur un petit jeune qui fait trembler toutes les défenses de l'île. Manchester décide de le mettre à l'essai, ils n'ont rien à perdre, le test est concluant. Voilà comment la carrière de Shaun a vraiment débuté. I was actually earning more money in Bermuda doing summer jobs than I was as a YT player at United. And I just thought, is this what they get paid? So Sir Alex Ferguson had gave me an increase. It was a big increase, £40. Oof. Goater malheureusement ne va jamais disputer un seul match avec les Red Devils. Il va partir se balader tranquille entre la 3e et la 4e division anglaise. Il va surtout empiler pas mal de buts, de quoi donner envie à plusieurs gros clubs du royaume. Après un passage réussi à Bristol, l'attaquant débarque donc à Manchester City en 1997 et va planter 100 buts en 210 matchs avec les Citizens, un bilan qui va faire de lui l'un des chouchous des supporters. Le Bermudien est un pur numéro 9 de finition, un renard des surfaces comme on les aime, il est là, il rôde autour des défenseurs et profite de chaque ballon qui traîne autour de lui. Si la très grande majorité de ses buts ont été marqués en division inférieure, on retiendra surtout ce match contre Manchester United en Première Ligue en 2002 pour les retrouvailles, où Shaun va sortir tout simplement le plus grand match de sa carrière.
I'ma do whatever it takes. Getting it done any means, get rid of these snakes. Fucking I'm up in my states, going all in like that. Get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down with these breaks. Mais le plus drôle dans la carrière de Shaun Goater, c'est plutôt les anecdotes qu'il racontait quant à ses retours en sélection, où il passait du statut de professionnel ultime en Angleterre à celui de copain bon vivant avec tous ses potes des Bermudes. Shaun était quasiment à chaque fois le seul joueur pro de la sélection, et forcément entre les repas, les soirées, les retrouvailles, c'était compliqué pour lui de garder cette rigueur quand il était là-bas. Shaun était tellement fort physiquement et footballistiquement que c'était pas facile pour ses coéquipiers de proposer évidemment le même football qu'en Angleterre. Avec ses 20 buts marqués en sélection, Goater est toujours le meilleur buteur de l'histoire des Bermudes, même si la fédération est pas trop sûre des chiffres, mais tant pis, une chose est claire, Shaun a toujours été le premier, le plus grand et le plus fort de tous les Bermudiens. Et forcément, avec un nom pareil, le jeu de mots est plutôt facile. Comme disaient les supporters de City, feed the goat and he will score every time. En d'autres termes, nourris le goat et il marquera à chaque fois. On va rester sur un football insulaire en parlant des Maldives, 171e du classement FIFA, pour parler du très grand Ali Ashfaq. Une fois n'est pas coutume, on va parler d'un attaquant et pas n'importe lequel, Ali étant au 21e siècle le meilleur buteur de l'AFC, la Confédération asiatique de football. Avec ses presque 500 buts marqués en carrière, l'attaquant est une légende à Malé, la capitale des Maldives. Il est passé par presque tous les clubs de l'île, avec aussi quelques passages en Malaisie. Grand spécialiste des coups francs et des slaloms autour du gardien, l'attaquant était 2-3 niveaux au-dessus des adversaires, de quoi entasser les récompenses et les buts au cours de ses 20 ans de carrière. À Malé, évidemment, tout le monde le connaît, il a été capitaine de la sélection pendant quelques années et détient toujours et pour sûrement longtemps le record de buts en sélection avec tout de même 52 unités. Ali Ashfaq a longtemps permis aux Maldives d'aligner des bons résultats face à des sélections qui comptaient 10, 20 ou 100 fois plus d'habitants que le pays, notamment lors des championnats d'Asie du Sud contre l'Inde, le Pakistan ou le Népal. En 2008 d'ailleurs, les Maldives ont remporté le tournoi contre l'Inde, une première dans l'histoire du pays. Mais malgré son niveau et cette surdomination totale sur tous les footballeurs de l'île, Ali vit avec quelques regrets car plusieurs fois il a refusé de rejoindre l'Europe. En 2005 notamment, le FC Porto avait pris quelques informations sur le joueur, Bursaspor en Turquie était aussi intéressé, mais ça n'a jamais rien donné de vraiment concret. Néanmoins, il y a une offre qui a retenu toute son attention, celle du Benfica Lisbonne. Elle était sur son bureau, il avait le choix de l'accepter ou non, mais l'attaquant a préféré la refuser. Un choix qu'il a longtemps regretté évidemment, il avait la possibilité enfin de rejoindre l'Europe et qui plus est au Benfica Lisbonne, un top club européen, mais Ali a fait le choix du cœur, celui de rester sur son île, proche de sa famille. Ashfaq aurait pu devenir le premier joueur de l'archipel à jouer en Europe, mais il est resté aux Maldives pour continuer à terroriser toutes les défenses. Président du comité olympique des Maldives, l'influence de l'attaquant va bien au-delà du football. Là-bas, c'est Man of Steel, l'homme d'acier, avec son gros physique de déménageur. Si vous connaissez Saint-Marin, vous connaissez forcément le Liechtenstein, et si c'est pas le cas, je vous invite à regarder l'excellent épisode de ce bon vieux Guilhem. Au Liechtenstein, Dans ce tout petit pays d'à peine 40 000 habitants, à la frontière entre l'Autriche et la Suisse, on retrouve un certain Mario Frick, attaquant d'1,82 m, aux 125 sélections. Un peu comme les Saint-Marinais avec l'Italie, Mario entretient un lien assez fort avec la Suisse, il est né là-bas et a commencé le football dans des clubs helvétiques, notamment au FC Bâle. Avec des grosses qualités de finition et sa présence physique dans la défense adverse, Mario va rapidement taper dans l'œil des plus gros clubs, il devient en 2001
le premier footballeur de l'histoire de Liechtenstein à jouer en première division italienne. Palla controllata da Colpo, Marco Moranesi se ne va, Moranesi dentro, Frick, rete, Verona in vantaggio, ha segnato Mario Frick esattamente al 10° minuto del primo tempo. Mario va enchaîner les clubs en Italie, Vérone, Ternara, Sienne, en première et en deuxième division, avant de revenir en Suisse et au Liechtenstein, au FC Balzers, le premier et le dernier club de sa carrière. Il va ranger les crampons là-bas en 2016 à 42 ans, un an seulement après son dernier match en sélection, ce qui a fait de lui évidemment le plus vieux joueur de l'histoire des Bleus et Rouges. Aber das ist natürlich alles müssen. Ich bin im Liechtensteiner Bock, meine Eltern sind beide vom Liechtenstein. Aber vielleicht eines Tages meine Söhne eine Möglichkeit, wenn meine Frau Schweizerin ist, dass sie die Möglichkeit haben, mal für die Schweizer Turnier zu spielen. D'ailleurs, pour l'anecdote, Mario étant l'un des seuls professionnels de très haut niveau en sélection, plus le temps passait, plus il finissait par combler les manques de l'effectif. En gros, il a commencé comme attaquant, mais quand l'équipe en avait besoin, il pouvait jouer sur le côté, numéro 10, numéro 6, et a même terminé sa carrière internationale comme défenseur central. Capitaine, numéro 10 et défenseur central, un combo qu'on n'a pas croisé très souvent et qui nous rappelle un certain William Gallas. Encore une fois, on est sur un football de passion. Mario aurait très bien pu choisir la sélection helvétique durant sa carrière, il possède bien la double nationalité, mais non, ses origines sont au Liechtenstein, donc pas question de les trahir. Meilleur buteur et recordman de sélection avec son pays, Frick a ensuite beaucoup œuvré pour le développement du football chez les jeunes, en étant par exemple entraîneur de toutes les équipes, U16, U18, U19, etc. Des jeunes qu'il connaît plutôt bien, puisque ses deux fils, Yannick et Noah, ça ne s'invente pas, ont disputé une vingtaine de matchs avec la sélection bleue et rouge. Une histoire de football, une histoire de passion, une histoire de famille. C'est le footballeur le plus jeune de cette liste, vous avez déjà sûrement entendu son nom, Ryan Mendes, le petit prince du Cap-Vert. Cet archipel à l'ouest de l'Afrique ne compte que 500 000 habitants, mais le football a une place prépondérante là-bas. Une grande partie de l'effectif aujourd'hui joue dans des bons clubs européens. Parmi eux, il y a Ryan Mendes, capitaine depuis quelques années, recordman de sélection et de buts marqués avec le Cap-Vert, dont quelques-uns ont un petit peu changé l'histoire du pays. Mais à la base, Ryan Mendes, c'est déjà une histoire un petit peu folle, celle d'un tournoi de jeunes organisé en 2006 au Havre, auquel le jeune capverdien va participer. Il est scruté par tous les recruteurs du Portugal. Le Benfica est dans les tribunes, Porto n'est pas loin, le Cap-Vert étant une ancienne colonie portugaise, il y a du beau monde en tribune, mais Ryan, ce soir-là, va signer pour Le Havre. Je prends ma voiture, je fais des kilomètres, je vais leur montrer quand même le centre du Havre et tout. Et alors là, ça a été exceptionnel, je pense que c'est la première fois que je le fais, certainement aujourd'hui, ce sera la dernière fois parce que c'est très compliqué. La signature de Ryan Mendes, ça s'est fait comme ça, tout simplement par une poignée de main. Voilà, le Benfica lui a mis la pression, le Porto lui a mis la pression, et à aucun moment il a signé nulle part, il a attendu que le contrat du Havre arrive et il a signé. L'ailier capverdien va passer plusieurs années en France, au Havre ou avec le LOSC, en Ligue 1 et en Ligue 2, de quoi laisser de bons souvenirs dans l'Hexagone avec pas mal de buts marqués. C'est d'ailleurs pendant son passage en Normandie qu'il découvre la sélection, depuis Ryan ne l'a jamais lâché, il a disputé 84 matchs avec le Cap-Vert et a participé aux 4 Coupes d'Afrique des Nations, que son pays a joué dans toute son histoire. On retiendra notamment ce but contre la Mauritanie en 8e de finale de l'édition 2023. On joue la 87e minute, le score est de 0-0. C'est le pénalty peut-être le plus important de sa vie. Ryan Mendes s'est transformé. Il a frappé fort au milieu. Ryan Mendes qui envoie pour l'instant le Cap-Vert au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'épopée 2023 du Cap-Vert est bien restée dans toutes les mémoires. Ce quart de finale, le premier de l'histoire du pays, perdu au tir au but contre l'Afrique du Sud. Le sport est parfois cruel. Ryan aujourd'hui a 35 ans, il est toujours appelé en sélection. Il a marqué d'ailleurs un but il y a quelques semaines contre la Géorgie et continue son petit tour du monde puisqu'il joue actuellement en 2e division turque. J'avoue que j'ai un peu hésité sur le choix de Ryan Mendes. Je voulais tomber sur un joueur africain d'un pays encore moins connu, mais j'ai rien trouvé. Donc si vous avez des petites propositions en commentaire, pourquoi pas, peut-être pour un prochain épisode. Allez, on continue notre petit tour du monde avec un passage en Océanie pour évoquer ni plus ni moins que le meilleur buteur de la Ligue des Champions 94. Devant les Stoïtkov, Papin ou Romario, la coupe aux grandes oreilles doit sacrer Winton Rufer, l'attaquant du Werder Brême,
dont la nationalité a de quoi surprendre puisque le serial buteur est néo-zélandais. Premier footballeur professionnel de l'histoire du pays, Winton a non seulement été un précurseur, mais surtout en plus de ça, il a fait une très grande carrière sur le vieux continent. Un peu à l'image de Sean Gotter, Winton est d'abord repéré par des recruteurs de Norwich en vacances en Nouvelle-Zélande en 1981. Il passe alors un essai et débarque en Angleterre alors qu'il n'a que 18 ans. You were young, you were a little more than a boy in shorts, really, weren't you? A little teenager, yeah, the youngest member of the side, and just come out of Rongotai College in Wellington, so it was all a bit of a fairy tale. Bon, il a quelques petits problèmes de papier en Angleterre, il n'obtient pas son permis de travail là-bas. Du coup, l'aventure s'arrête déjà à Norwich sans avoir disputé un seul match. Mais Winton n'a pas fait le déplacement pour rien, les 26 heures d'avion, faut bien les rentabiliser. Il a choisi de venir en Europe et rebondit du côté de la Suisse, où sa carrière va complètement exploser. Dans les deux clubs de Zurich, d'abord au FC puis au GC, l'attaquant néo-zélandais enchaîne les très bonnes saisons et enquille les buts. Il commence à intéresser les clubs des grands championnats européens. C'est comme ça qu'en 1989, Winton est envoyé en prêt une saison du côté du Werder Brême, qui n'hésite pas une seule seconde à le faire signer pour de bon à l'été 1990. Winton va passer 5 années supplémentaires au Werder, ce sera de loin les plus belles de sa carrière. Entre 92 et 94, il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Vainqueur de la Bundesliga en 93, double vainqueur de la Coupe d'Allemagne et même de la C2, le Néo-Zélandais envoie des buts de partout, meilleur buteur on l'a dit de la Ligue des Champions. Il brille de mille feux, mais il brille loin, très loin de son île natale. C'est là tout le paradoxe de Winton Rufer, c'est qu'en fait pendant toute son aventure réussie en Europe, il n'a pratiquement pas disputé un seul match de sélection. En Allemagne et en Suisse, ces clubs étaient plutôt réticents à le laisser partir en sélection à l'autre bout du monde, entre les heures de vol, le décalage horaire, la fatigue accumulée, etc. Winton n'a jamais vraiment eu le choix et a donc disputé seulement entre guillemets une vingtaine de matchs avec la Nouvelle-Zélande. So I lived the dream and now today in New Zealand I am trying to inspire the next generation of young football players to living the dream and making it happen in international football. Cela ne l'a pas empêché en 99 d'être élu plus grand joueur du siècle en Océanie, devant, tenez-vous bien, un certain Christian Caron. Bon, voilà pour sa carrière. Winton Rufer était un super numéro 9 qui, lui, a saisi l'opportunité d'aller en Europe, au détriment malheureusement de sa carrière en sélection. Mais là-bas, au pays du ballon un peu plus ovale, Winton est une légende vivante. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En fait, je suis tombé il y a quelques semaines sur un subreddit en anglais de ce qu'ils appellent des obscure countries, c'est-à-dire des pays un peu moins connus, avec une liste de plein de footballeurs que pas grand monde connaît, mais qui sont vraiment des stars dans leur pays. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des idées ou des suggestions pour un prochain épisode, n'hésitez pas, dites-moi si le format doit peut-être un petit peu changer, ou si vous avez des idées de nouveaux formats justement. Je suis toujours à l'écoute et je lis vos commentaires à chaque fois. Donc merci pour le soutien et merci pour toutes les suggestions. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne fin d'été également. Profitez bien, il fait beau, il fait chaud. Et puis on se retrouve au plus vite. Prenez soin de vous. Ciao!